Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous pouvez le constater. Et c'est un update lecture que j'ai décidé de diviser ce type de vidéo en deux parties. Du coup, une partie roman et une partie graphique. Donc, cette fois-ci, ce sera une partie roman. Et la partie graphique viendra, on n'avait pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, comme ça, on vous laisse le temps de macérer. Alors, c'est parti. Pour le premier roman, j'en ai déjà parlé hyper souvent, et je ne reviendrai que brièvement dessus. Il s'agit d'Au pays de l'ailleurs de Taïri Mafi aux éditions Michel Lafon. Alors, oui, bon, pour le résumé, je crois que j'en ai déjà fait pas mal. On suit Alice, qui se trouve dans le monde de Fahrenwood, et c'est un monde plein de couleurs, et Alice est discriminée parce que justement elle en manque. Elle a une peau très pâle, des cheveux et des yeux aussi ternes, et au final ça ne va pas depuis que son papa, surtout le seul allié qu'elle possédait, a disparu. Donc voilà, c'est plus ou moins le résumé. Je vais pas vous refaire le topo. Vous savez que ça a été un coup de cœur pour moi. Un coup de cœur différent de ce que je ressens d'habitude, vu que j'adore les romantici. Ici, ce n'est pas le cas, c'est plus du jeunesse, oui, du jeunesse, mais vraiment, je dirais à partir peut-être de 12 ans. Et du coup, vous savez que Taïri Mafi, ça a été une incroyable découverte. Je ne l'ai pas encore lu dans sa saga Shatter Me en anglais et Insaisissable en français. Et j'ai trop envie, là, du coup, Taïri, ma fille et moi, là, ça a matché pour celui-là. D'ailleurs, ça a une construction de chapitres qui sont pas vraiment des chapitres, mais plutôt des espèces de parties où les chapitres n'ont pas vraiment de nom, etc. C'est un peu what the fuck, tout comme ce livre, mais qui est vraiment très beau et qui dénonce pas mal de problèmes dans notre société, comme la discrimination en vue de la différence, surconsommation, etc., etc. Et c'est vraiment hyper chouette. Donc le premier, on l'a fait rapide parce que je vous en ai déjà beaucoup parlé. Et le deuxième, ça a été une très très bonne lecture. C'est Elia, la passeuse d'âme de Marie Vareille aux éditions PKJ. C'est parti pour le résumé. Les prophéties ne s'accomplissent que si quelqu'un a le courage de les réaliser. Elia est une passeuse d'âme, un être sans émotion. Elle doit exécuter ceux qui sont devenus des poids pour la société. Vieux, malades, opposants. Mais un jour, elle ne parvient plus à obéir aux ordres et s'enfuit dans la région la plus déshéritée du pays, là où les passeurs d'âmes sont considérés comme les pires ennemis. Au plus profond d'immenses mines à ciel ouvert, Elia découvrira telle une pépite, une destinée qui la dépasse. Alors, j'ai vraiment adoré. Marie Vareille a une plume qui est vraiment hyper fluide, hyper pas forcément recherchée ni rien, mais ça passe hyper bien. Parce que voilà, comme ça passe bien. J'ai eu l'occasion de découvrir Marie Vareille en audio pour le moment, et je suis toujours en train de le lire avec Comme des bulles de savon, je crois que c'est ça. Et là, c'est du contemporain, et ici, on est dans de la dystopie. Et franchement, j'avais plus lu de dystopie depuis un certain moment, et ça m'a fait trop du bien de revenir dans ce genre-là. Et d'ailleurs, je suis en train de lire The Book of Ivy, parce que voilà, ce genre, ça ne m'a pas suffi. Parce que j'ai pas le tome 2. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé? Tout d'abord, Elia est vraiment quelqu'un de très sympathique. Qui finalement n'est peut-être pas un être dénué d'émotions comme on aimerait nous le faire croire. En fait, je l'ai vraiment bouffé. D'ailleurs, c'est quand même écrit, je trouve, assez aéré, forcément. Et c'est vraiment... Enfin, c'est fluide. On est directement en fait dans le monde sans vraiment nous dire voilà, il y a eu ceci, cela, bonjour, au revoir. Et ce qui se passe, c'est que tout de suite on sent qu'il y a un problème dans la famille d'Elia. Déjà, elle est la seule aux cheveux roux, elle est considérée comme sans émotion, et on voit bien que finalement elle aime sa sœur. Son père, c'est une relation extrêmement compliquée, surtout depuis que sa mère est décédée. Et ça va partir en chemette à un moment donné, mais ça va partir en chemette tellement, pas doucement j'ai envie de dire, mais voilà, ça s'est fait naturellement en fait. Je n'ai pas trouvé que c'était, comme le résumé le laisse penser, à un moment donné, elle n'en peut plus. C'est pas tellement ça, je suis désolée, c'est un peu mensonger parce que
En vrai de vrai, ici on a une héroïne qui pas se sentait bien dans ce qu'elle faisait, mais suivait les ordres en vrai. Et c'est à peu près ce que les 80% de la population font à mon avis. Et pour le coup, c'était assez réaliste dans la dystopie, on va dire. Et bah, ma foi, c'est après qu'elle va vraiment ouvrir les yeux en fait sur tout ce qui est la classe noble, la classe plus pauvre, la classe encore plus pauvre. Et, et franchement, c'est ça que j'ai quand même bien aimé, on s'immergeait bien, c'était réaliste. Et quand elle va découvrir les mines et leur univers impitoyable, ça va être la descente aux enfers pour elle. Et elle ne va pas se laisser abattre, mine de rien, pas du tout même. Et c'est ça qu'on admire, c'est qu'au final, elle ouvre les yeux, elle est badass et elle va rester badass tout en restant elle-même, parfois en retrait, très observatrice, mais ne se laissant quand même pas faire. Et ça, c'est ce que j'aime chez Elia Passeuse d'âme. Et je pense que ce tome est pas introductif, mais amène quand même sur pas mal de nouvelles choses, parce qu'au final, on ne sait pas grand-chose sur ce qui... le comment du pourquoi, tout ça est là. Et le tome 2 va sûrement nous en dire beaucoup plus, et j'ai trop envie d'avoir le tome 2, parce que... La fin, les gars, la fin. Donc voilà, j'ai trop hâte de lire le tome 2, que je n'ai pas encore, qu'il faut que je me procure. Allez, ça va aller. J'ai lu Bambi de Félix Salten chez Albin Michel, illustré par Benjamin Lacombe. Alors, je sais pas, mais Benjamin Lacombe fait un travail extrêmement magnifique. C'est à chaque fois, j'étais toujours hyper attirée par tous les dessins qu'il fait. Parfois, je suis pas fan, parce que, comme par exemple la famille Appenzell, je crois, je suis pas très très fan évidemment de cet univers-là, mais ça, c'est les goûts de chacun. Tandis que pour Bambi, là, j'étais là. Et ce qu'il a fait plus ou moins avec les animaux, comme le renard, la mère renard, un truc du style, la maman renard, eh ben j'aime bien aussi. Mais bon, parlons de Bambi. Bambi, c'est un des Disney que j'aime, et bah, c'était une occasion parfaite pour découvrir le récit. Mais avant, résumé pour ceux qui ne connaîtraient pas. Bambi retrace les premières années d'enfant et les épreuves qu'il devra affronter. Récit initiatique et hymne à la nature. Il invite à ressentir la magie, la beauté et les dangers de la vie sauvage. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé? La première partie, en fait, je l'ai vraiment beaucoup aimée. C'était vraiment ce que le résumé dit et ce que je retiens de Bambi, un hymne à la nature, à sa beauté, parfois peut-être impitoyable, mais sa beauté tout de même. Et oui, c'est l'émerveillement de la jeunesse. C'est vraiment ça. Moi, je l'assimile à ça. Et puis, Bambi fait la rencontre du prince de la forêt. Et à partir de là, quand il devient plus proche de ce cerf, chevreuil, peu importe de quel côté vous êtes, pour moi, c'est là que j'ai plus décroché. En fait, à partir de là, on a fait une ode plus à la solitude, la peur, vraiment au retrait sur soi-même. C'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. C'est très sombre, très négatif. Négatif, c'est le mot. Parce que vraiment, la fin, enfin, la fin, je vais pas vous spoiler la fin, évidemment, mais c'est vraiment... je reste seule dans mon coin, et en restant seule, c'est ainsi qu'on va survivre. Et je suis désolée, pour moi, ça fait pas passer un bon message. C'est... Pour moi, être seule, c'est pas comme ça. Enfin, peut-être qu'il va survivre, c'est pas la question, mais il va pas vivre non plus. Si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, je peux comprendre que Félix Solten a écrit ceci en 1923, où l'Allemagne peinait à se redresser après la Première Guerre mondiale et commençait justement à discriminer de plus en plus de castes. Et ben voilà, on peut pas trop s'étonner de pourquoi Bambi est devenu aussi sombre. Cependant, voilà, je trouve, c'est le ressenti que moi j'ai ressenti maintenant en 2022, quoi. Je peux pas vraiment vous dire oh mon dieu, c'est très bien fait, si, c'est bien écrit et tout ça, mais en lisant ce livre sur la fin, j'ai ressenti du malaise, j'étais pas bien, c'était pas... voilà. Voilà, ça c'est le résumé. Maintenant, je trouve que le travail éditorial et Benjamin Lacombe qui ont illustré ce roman, c'est hyper beau, hyper chouette, et rien que pour ça, le livre vaut la peine d'être acheté. Et au moins d'être lu pour voir un petit peu d'où vient l'origine de Bambi, le Disney qu'on connaît. Et j'aime bien en fait ce que
Walt Disney en a fait vraiment cette ode à la nature, oui, cet émerveillement, cette beauté. Et c'est resté là-dessus. Même avec les péripéties qui arrivent à Bambi, finalement, voilà, il arrive à aller de l'avant et c'est beaucoup plus positif. Voilà. Ensuite, en vacances, j'ai pu lire, d'ailleurs j'ai bouffé littéralement, Il était une fois, le tome 2 de Henri, donc c'est Henri, de Emma Chase, aux éditions Hugo Roman, dans la collection New Romance. Je ne vais pas vous faire le résumé, étant donné qu'il s'agit ici d'un tome 2, même si ce sont des tomes compagnons, ça vous spoil quand même le tome 1, sachant que ce sont des frères. Le tome 1, c'est sur son frère Nicolas, et bon, voilà. Sachez cependant que j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome-ci. D'ailleurs, c'est toujours des réécritures de contes, mais en très gros, quoi. Hein. Le premier, je pense que c'est Cendrillon. Le deuxième, ici, c'est La Belle et la Bête. Le troisième, je ne sais pas sur lequel c'est. Mais c'est vraiment du très gros. J'ai vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs, je l'ai littéralement bouffé. J'avais besoin de légèreté parce que je suis toujours à la croisée des mondes. Que finalement, je décide de lire une double page par soir. Et c'était vraiment rafraîchissant, drôle, sans prise de tête évidemment, mais avec néanmoins un personnage qui est atteint de crise. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais ce personnage a été traumatisé dans l'enfance et il s'ensuit qu'elle fait parfois des absences et des crises comme ça. Elle s'effondre simplement et elle s'absente. Donc voilà, c'était pas mal et la façon dont les gens abordent ce sujet-là est vraiment hyper ouvert. Enfin, sauf évidemment un seul personnage que ça ne va pas, mais il se fait rabrouer donc ça va. Donc oui, j'ai vraiment aimé. Disons qu'il fait le job. Je peux pas dire que ça a été un coup de cœur parce que voilà, mais j'ai reçu des petits papillons dans le ventre quand voilà, il y avait des petites scènes très mignonnes et c'est vraiment beau. J'ai trop hâte de lire le 3. D'ailleurs, j'étais à 2 doigts de me le lancer dedans. Allez, go, allons-y pour faire le 3. Et puis je me suis dit non, attends un petit peu. Attends que ça se tasse parce que sinon, vous savez, à force de faire trop de machin, il n'y a pas... On perd un petit peu la petite étincelle, ce savoureux mélange de papillons dans le ventre, de rire et voilà. Oui, c'est une fan de romance. Donc oui, c'est un oui que je vous dis pour ce tome-là et hâte de lire le tome 3, j'espère qu'il va pas très m'entraîner, mais je sais pas pour vous, les vacances d'été, ça me fait penser à la légèreté, des romances à gogo. Pourquoi pas? Oui, d'accord, je suis en train de lire The Book of Ivy, mais The Book of Ivy se passe en été, donc... Et enfin, on termine pas vraiment non plus sur les chapeaux de roue, ni sur le big coup de cœur du siècle, parce qu'il s'agit du rouge vif de la rhubarbe, de l'auteur, je ne sais pas prononcer son nom et j'ai pas envie de l'écorcher, donc voilà, vous irez voir sur internet. Et c'est aux éditions France Loisirs, il me semble. Bon, vous verrez le résumé, hein. Souvent en beau jour, Augustina grimpe sur les hauteurs du village pour s'allonger dans le carré de rhubarbe sauvage, à méditer sur Dieu, la beauté des nombres, le chaos du monde et ses jambes de coton. C'est là, dit-on, qu'elle fut conçue, avant d'être confiée aux bons soins de la chère Nina, experte en confiture de rhubarbe, boudin de mouton et autres délices. Singulière, arrogante et tendre, Augustina ignore avec une dignité de chat les contingences de la vie, collectionne les lettres de sa mère partie aux antipodes à la poursuite des oiseaux migrateurs, chante en solo dans un groupe de rock et se découvre ange ou sirène sous le regard amoureux de Salomon. Mais Augustina fomente elle aussi un grand voyage, l'ascension de la montagne, 844 mètres dont elle compte bien venir à bout, armée de ses béquilles, pour enfin contempler le monde vu d'en haut. Alors ça me semblait être un récit court, mais néanmoins initiatique et prouver à tout le monde qu'elle peut le faire, voilà. J'ai été fortement déçue en fait en voyant que Augustina est handicapée
certes. D'ailleurs, je tiens à te souligner que cette image est totalement fausse. Cette femme se tient sur ses deux jambes bien droites, sans béquille. Pourquoi? Enfin, non, non les gars, non. Alors mettez-la allongée dans la rhubarbe puisqu'elle aime faire ça, ou avec ses béquilles simplement. Enfin, je déteste quand on fait ça. Bref. Non, ça ne l'a pas fait du tout parce que être dans la tête d'Augustina est un peu difficile. Elle part vraiment dans tous les sens. Le livre est construit de sorte à ce que finalement dans le temps on ne se repère pas trop. Une fois on est en été, une fois en automne, puis en hiver, et finalement on ne sait pas un peu le nombre de jours, de mois qu'il se passe au fur et à mesure des chapitres, qui sont extrêmement courts, ça se lit extrêmement vite. Mais non, Nina, la fameuse femme à qui elle est confiée, on ne connaît rien d'elle, on ne sait pas à qui elle est confiée. Si ce n'est que, vu son style de vie, on pourrait peut-être dire qu'elle est un peu vieille, ce qui est visiblement le cas, et on apprend à la page 100 qu'elle est finalement la meilleure amie de la grand-mère décédée d'Augustina. Vous vous remettez un peu le truc? D'où est-ce qu'on... Enfin bref, c'est un petit village, donc pourquoi pas la maman... voilà, pourquoi est-ce que la maman l'a confiée à cette femme? Voilà. Désolée, mais non, j'arrive vraiment pas. Augustina ne me fait ni chaud ni froid. On n'a aucune pensée profonde d'elle, ni si ce n'est ses pensées, voilà. C'est limite si moi je regarderais pas par la fenêtre, je dirais oh les arbres c'est sympa, le vent souffle d'une telle direction. C'est limite ça qu'on nous décrit, et ça ne va pas pour moi. J'arrive pas à ressentir des émotions pour Augustina. Bon, je veux être à fond avec elle. D'autant que l'ascension de la montagne, voilà, c'est mignon, mais je me suis arrêtée à la page 120 sur 150, 160 pages. Et l'ascension de la montagne, c'est toujours un projet à ce moment-là. Qu'est-ce qui va se passer? Quoi, en 10 minutes, ça va être réglé. Voilà, je l'ai fait, l'ascension de la montagne, et Shusenredan. Désolée. Oui, et désolée, je m'énerve de plus en plus à chaque fois que je parle de ce bouquin, mais c'est parce que je trouve que ça va pas. Il vend aucune émotion. Le Salomon qui arrive, donc le personnage qui est amoureux d'Agustina, il arrive, on nous le présente 2 minutes vite fait, puis il est amoureux. Parce que finalement, on ne sait pas combien de temps se passe. Ça se trouve, si, ils ont eu plein mal de conversations, mais nous, ça tombe un peu comme un jeu dans la soupe. Genre, il fait le truc et il dit waouh, t'es belle et tout ça, et j'aimerais sortir avec toi, limite. Bah oui, pourquoi pas, mais moi j'aurais bien voulu voir un peu ce qui s'était construit, pourquoi, enfin, qu'est-ce qui lui plaît chez Augustina, qu'est-ce qui lui plaît que nous on ne voit pas finalement, parce que bon, enfin voilà. Et non, ça l'a pas fait, pour le coup ça l'a vraiment, vraiment pas fait. On dit qu'elle joue dans un groupe de rock, non. À la page 120, elle a vaguement été peut-être un peu répétée. Voilà, non, non, voilà. Tout ça pour dire que ça a été une énorme déception. Pourtant, je pensais me faire un petit roman d'été vite fait, qui allait pas me prendre non plus la tête, pas trop longtemps, mais qui pourtant, je sais pas, j'imaginais beaucoup de poésie, beaucoup de méditation effectivement, mais de la poésie dans ces méditations, et c'est pas ce que j'ai retrouvé, donc il a pas répondu à mes attentes, mais en plus, même si je n'avais pas eu d'attente, je pense que j'aurais été déçue. Donc voilà, tout ceci n'est que mon avis personnel, évidemment. Et voilà, maintenant, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous l'avez lu. Donc voilà, sur ces paroles, sur cette déception, malheureusement, s'achève cette dette lecture. Désolée, mais bon, à part ça restait, à part peut-être Bambi et du coup le refuge de la barbe, c'était des très bonnes lectures même, donc 3 sur 5, c'est déjà pas mal, hein. Vous, qu'est-ce que vous avez lu en dernier? Ou alors si vous avez lu une de ces lectures, n'hésitez pas à faire un retour aussi, parce que ça fait toujours plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à commenter du coup pour me dire n'importe quoi, même si c'est pas en rapport avec les lectures, c'est toujours sympa. Et à repartager la vidéo sur les réseaux. Mine de rien, une pub c'est une pub, hein, les gars. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. Il y aura sûrement, du coup ce sera une vidéo, j'aimerais bien vous faire une vidéo sur mes booktubeuses préférées. Comme ça, on sait jamais, hein, c'est pas des... Voilà,
Il n'y a pas de surprise non plus, mais si vous vous intéressez au monde Booktube, ça peut toujours faire du bien. Et puis sait-on jamais que vous ne les connaissez pas. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bisous!